Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Heureuse et fébrile. C'est dans cet état que je me suis sentie il y a quelques semaines au moment d'appuyer sur la sonnette de la porte de l'appartement de Florence Servan-Schreiber, célèbre professeure de bonheur, conférencière, journaliste et auteure de divers ouvrages dont les best-sellers 3 kiffs par jour et Power Patate. Et pourquoi pas ? C'est par ces mots que quelques semaines auparavant, Florence Servan-Schreiber avait répondu à ma sollicitation pour une conversation sur le choix pour Avez-vous choisi ? Je crois bien que mon cœur avait manqué un battement à la lecture du message. J'admire beaucoup Florence Servan-Schreiber et ce depuis longtemps. Je trouve très inspirant son parcours, sa capacité à se renouveler, son insatiable curiosité, sa capacité et sa joie à transmettre ce qu'elle a découvert, testé et approuvé un peu avant nous. Florence Servan-Schreiber, c'est un peu comme une grande sœur, une personne qui a de l'avance sur le chemin que j'entreprends et qui me montre que ce que j'ai en tête et dans le cœur, c'est possible, c'est réalisable. Florence Servan-Schreiber m'inspire parce qu'elle est une éternelle étudiante, curieuse et audacieuse, testeuse mais pas donneuse de leçons. Qu'elle apprivoise la nouveauté, qu'elle s'approprie les nombreux sujets qui la passionnent et qu'elle sait les transmettre avec authenticité, créativité, nuance, légèreté et espièglerie. J'avais donc très envie d'interviewer Florence Servan-Schreiber sur la question du choix pour parler à la fois de son parcours, de son rapport au choix et de la place du choix dans la science du bonheur dont elle est l'ambassadrice en France. Et elle avait donc accepté mon invitation. Je connaissais Florence Servan-Schreiber uniquement par livres et interviews interposées, mais j'avais le sentiment d'avoir déjà tissé un lien particulier avec elle, tellement la lecture de ses livres avait jalonné des moments importants de ma vie. D'abord avec Se marier autrement, puis Conseil d'amis avant d'avoir son premier enfant. Et avant de lire les livres qui ont suivi et d'y découvrir la suite des aventures de Florence. Donc je connaissais un peu Florence, mais Florence, elle, ne me connaissait pas. Alors avant notre rencontre, je craignais d'être impressionnée et donc de manquer de naturel, de chercher mes mots et de ne pas profiter du moment. J'ai donc choisi de me concentrer sur la joie de la rencontre et de lui dire tout le plaisir que j'avais à la rencontrer, à l'interviewer. De lui dire merci aussi d'être une telle source d'inspiration pour moi. Notre rencontre a été très agréable, simple, joyeuse, nous avons bien ri et c'était super chouette. Florence m'a reçue dans l'appartement parisien dans lequel elle travaille à l'écriture de ses livres, quelques jours après être montée sur la scène du Grand Rex pour y jouer La Nuit du Kiff avec ses acolytes Audrey Hakoun et Isabelle Payot et une ribambelle de guests, une expérience unique qui l'a presque laissée sans voix et qu'elle évoque dans notre conversation. Au cours de cette conversation, Florence et moi avons parlé, entre autres, de son parcours jalonné par de nombreux virages professionnels qui reflètent le talent de Florence à se lancer, à avancer dans la vie en inventant et en apprenant au passage ce qui doit l'être, avec curiosité, plaisir et passion. Nous avons parlé de ces situations de rupture qui sont propices à choisir une nouvelle direction. De l'importance qu'elle accorde au choix des mots pour transmettre ce qu'elle a découvert et appris un peu avant les autres. De son idole, Julie Andrews, et de La Mélodie du bonheur, son film préféré. De l'importance de constamment rechoisir pour rester engagé, de l'importance de choisir de se mettre en mouvement les jours de brouillard, du fait que l'âge est un allié formidable pour oser être soi et faire des choix toujours plus authentiques, des conditions qu'elle aime réunir et des outils qu'elle aime utiliser pour choisir et pour créer, de la place du choix dans la psychologie positive, ou encore de son invitation à choisir d'endosser notre cape et à oser sauter du haut de notre falaise pour voir. Je vous souhaite une bonne écoute.
Florence Servan-Schreiber, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour pouvoir échanger dans le cadre de Avez-vous choisi, le podcast qui invite à tout choisir dans sa vie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi parce que je sais que vous avez aujourd'hui un petit souci de voix, donc merci de faire l'effort C'est de pas partager. tout à fait ma voix, mais ça va aller. Parfait. Donc Florence, vous êtes conférencière, journaliste, professeure de bonheur, mais vous avez aussi été ridologue, vous avez aussi été consultante en qualité de service. Donc on perçoit que dans votre parcours de vie professionnelle, vous avez eu cette capacité à repartir de zéro, et je pressens que c'était vraiment une démarche de choix de votre part. Et dans Power Patate, vous écrivez « Le choix que j'ai fait est d'oser y aller en inventant au passage ce qui devait l'être, en me concentrant sur ce que je fais avec le plus de plaisir et de passion ». De quelle façon, selon vous, votre parcours justement donne à voir qu'on peut choisir tout dans sa vie ? Je ne voudrais pas donner l'illusion que tout ça se fait facilement et qu'il suffit de se dire « Tiens, je choisis, donc j'y vais », parce que ça supposerait que si on ne choisit pas, c'est parce qu'on n'a pas le courage de le faire. Or, ça n'est, en tous les cas, dans mon parcours, pas comme ça que ça s'est passé. À chaque fois que j'ai été confrontée à ce qui, de l'extérieur, a pu avoir l'air d'un choix, en fait, je ne l'ai pas choisi. J'ai été mise devant le fait accompli de ruptures professionnelles, notamment 2 fois. Alors, quand on regarde bien, une rupture professionnelle ne tombe jamais du ciel. C'est pas, ça peut arriver que tout à coup, on vous dise « c'est terminé, allez-vous-en ». Évidemment, il y a des choses qui s'étaient dégradées, et quand les choses se dégradent, je m'étais intérieurement dégradée professionnellement, donc je n'étais plus au bon endroit, mais je le savais que je n'étais plus au bon endroit. Quand ça se présente, évidemment, il faut faire face à la rupture, au licenciement, à tout ce que ça suppose de changement. Mais c'est vrai que si je regarde derrière aujourd'hui, à chaque fois qu'une telle étape s'est présentée à moi, j'en ai vraiment profité pour repartir sur des choses qui étaient beaucoup, beaucoup plus conformes à ce dont j'avais envie. Ou à qui j'étais, ou à ce que je faisais. Mais c'est quand même à chaque fois, parce qu'on m'a claqué la porte au nez, que je me suis retrouvée face à des choix. C'est vertigineux de ne plus savoir où on doit aller le matin. Bien sûr. Mais je ressens que vous faites le choix de l'espoir quand même, de manière générale, que vous faites le choix d'aller de l'avant, justement de faire ce choix de porter une paire de lunettes qui vous permet d'avoir un regard sur le monde qui soit celui du mouvement, de l'espoir de manière générale. Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du choix délibéré ? Mon rapport à l'espoir vient d'une très grande trouille, en fait. Et comme j'ai toujours la trouille que les choses s'arrêtent ou que ce ne soit plus comme avant, etc., finalement, je crois que je me donne beaucoup de mal pour continuer à avancer. Pour avancer, parce que comme ça, au moins, si on est dans le mouvement, je me dis que les choses ne s'arrêteront pas et que plus je contrôle, ou j'ai la sensation, l'impression, l'illusion de contrôler quelque chose, moins ça risque de s'arrêter. Donc, c'est vrai que néanmoins, alors je suis par exemple d'un optimisme absolument sans faille pour les autres. Si vous venez me voir et que vous me racontez votre histoire, je vais mais vous motiver absolument comme personne, parce que je crois absolument en votre capacité à vous de continuer d'aller de l'avant. J'ai pas tout à fait le même rapport avec moi-même. J'ai plus de doutes évidemment me concernant, mais néanmoins ce qui est intéressant, c'est en effet de se retourner et au stade où j'en suis dans ma vie, il m'est arrivé plusieurs types d'aventures et natures de transformation et de changement. De fait, je vais toujours vers l'avant. Vous parlez de choix. En fait, il y a quelque chose qui habite à l'intérieur de moi où je n'ai pas le choix de faire autrement. Lorsque quelque chose comme ça d'imprévu se présente, que de le résoudre en activant quelque chose de très présent chez moi, qui est ma curiosité. Donc, de l'extérieur, on se dit, voilà quelqu'un qui va de l'avant, qui va essayer de nouvelles choses, etc. Mais en fait, c'est ma mécanique de défense. Face à n'importe quoi, face à l'ennui, face à la tristesse, face à la réussite, face à l'ambition, face
absolument tout. C'est toujours la curiosité de quelque chose qui me donne envie de me relever, ou d'y aller tout simplement, le matin. Et cette capacité de curiosité que vous évoquez, on la retrouve dans cette posture de précurseur que vous avez aussi dans cette posture de testeuse où vous allez découvrir, vous approprier un sujet qui vous intéresse et voir de quelle manière vous allez choisir de le transmettre. Vous dites que ce que vous savez faire le mieux dans votre activité professionnelle, c'est de choisir les mots qui vont permettre de transmettre ce que vous avez découvert un petit peu avant les personnes à qui vous transmettez. D'où vient cette posture de transmission et de choix des mots? Alors, ça, je pense, en tout cas, déjà, c'est vrai que l'avenir m'intéresse beaucoup plus que le passé. L'avenir, ce que je ne connais pas m'intéresse beaucoup plus que ce que je connais. Donc, je vais assez naturellement me pencher, observer, chercher, regarder, détecter, renifler ce qui se passe autour de moi. Et j'ai un côté Josie les bons tuyaux. Mais ça, si je découvre, j'en sais rien, un restaurant sympa dans le quartier, je vais dire mais est-ce que tu connais? Donc en fait, là de nouveau, je ne peux pas vraiment m'empêcher de partager ce que je viens de dénicher ou de découvrir. Si ça m'a surpris, je pars du principe que ça peut aussi vous surprendre, et j'aime tellement être surprise que c'est quelque chose que je partage assez volontiers. Sur la force du vocabulaire, ça de nouveau c'est quelque chose qui est venu assez tard en fait. La première fois que j'ai été confrontée à l'utilisation de vocabulaire copieux, c'est lorsque j'ai écrit mon premier livre sur le mariage, sur la cérémonie de mariage, et je me suis rendu compte que j'aimais ça, que j'aimais raconter des choses, et que plus l'expérience était personnelle, plus l'écriture était fluide, et plus je m'amusais en fait à décrire, à rendre la chose peut-être appétissante, parce que moi-même j'ai besoin de me marrer en fait, et c'est vrai que même si j'écris des textes, j'ai aussi besoin qu'ils me plaisent. Donc c'est là que j'ai commencé à jouer avec les mots pour la première fois. Et comment vous choisissez justement les mots que vous avez envie de partager? Quel est votre processus de créativité? Parce qu'il y a les mots que vous écrivez, bien sûr, à travers les livres que vous publiez, mais il y a aussi les mots que vous partagez dans le cadre de vos conférences, sur scène, etc. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui vont faire des collages, des gens qui vont dessiner. Je suis d'ailleurs très admirative des gens qui se servent des couleurs, qui vont... j'aurais adoré savoir dessiner. Enfin, ça, c'est ma grande frustration de cette vie-là, donc j'en viendrai peut-être dans une autre pour le faire. Mais j'ai fini là aussi par admettre et comprendre que mes crayons, c'était les mots. Et c'était le choix du vocabulaire, et c'était la narration, et c'était raconter des histoires. En effet, quand je suis sur une scène pour donner une conférence, mais j'estime que c'est tellement ma responsabilité que les gens ne s'emmerdent pas. Parce que le nombre de conférences auxquelles on a tous pu assister, où on s'emmerde, et on se dit mais c'est pas possible, on donne un micro. Enfin, je considère que si on me tend un micro, mon devoir, c'est de faire en sorte que les gens passent un moment qui soit stimulant, tout simplement. Donc il faut se donner du mal. Et se donner du mal, ça veut dire choisir la façon dont on va raconter les choses, dont je vais raconter les choses. Et en même temps, on sent que dans votre façon de choisir vos mots et de partager, ce que vous avez pu tester et qui vous a surprise justement, c'est cette capacité à mettre de la légèreté dans les circonstances ou dans les éléments que vous partagez. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous? Extrêmement important. Le mot qui résume mon travail, c'est celui-là. C'est donner de la légèreté. La vie est dure, c'est lourd. On gère tous des choses, c'est quand on croise les gens et ils sont là avec leur bonne tête, on n'a aucune idée de ce qui se passe en vrai derrière, de quels sont leurs combats, leurs douleurs, leurs situations, on ne sait pas. Donc, partant de ce principe-là, j'aime moi-même regarder la réalité avec beaucoup plus de légèreté. Ça ne veut pas dire que ça n'est ni sérieux, ni fondé, ni réel, ni respectueux, mais que diable, allégeons-nous, allégeons les choses, parce que c'est quand même, ça me donne de l'élan en fait, de regarder avec une distance, avec humour,
avec joie. Enfin, je ne sais pas. Oui, il y a vraiment un côté de... Comme si on peut mettre des bulles quelque part, et ben mettons des bulles. Ça n'enlève rien à la réalité, juste ça rajoute des bulles. C'est ça. C'est un peu ce que je dis et ce que je veux transmettre quand je dis dans la vie, on peut tout choisir. On ne choisit pas toutes les circonstances de vie qui viennent à nous et que parfois on subit. Vous avez évoqué le licenciement qui est un des exemples. Mais par contre, on a cette capacité de choix quant à la paire de lunettes qu'on va chausser et donc le regard qu'on va porter sur les événements eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de notre liberté et de notre responsabilité. C'est la conscience humaine, c'est ce cerveau incroyable qui nous permet... Pour les gens qui ont des doutes et qui se disent « mais moi je ne sais pas faire ça, c'est gentil de raconter ça, de dire il suffit de penser ». Alors, moi je suis tout à fait contre la pensée positive qui consiste à dire « non, tout va bien ». Non, ça va pas. Mais ça peut ne pas aller et on peut quand même en rire du fait que ça n'aille pas. Et alors ça en plus c'est quelque chose on a de la chance d'être français. Vous savez, on nous dit les Français sont pessimistes, c'est ça. Les Français en fait aiment bien se marrer, y compris du pire, c'est ça notre truc. Donc on se moque les uns des autres, on peut se moquer de ses propres situations et finalement ça nous apporte du contraste. C'est-à-dire qu'entre la réalité et la lecture que je vais en faire, c'est ce delta entre les deux qui me donne de la liberté. Et qui me donne la liberté d'éprouver des choses malgré ce qui est en train de se passer. Moi, j'appelle ça la légèreté, juste ce delta entre les deux. Et c'est vrai, j'y suis attachée, parce que je trouve que ça rend les choses... C'est ma façon à moi de mettre de la couleur, voilà, peut-être. Vous parlez de contraste. J'ai un mot qui me vient quand je pense à votre travail et votre manière d'être dans la vie, c'est la nuance. J'ai le sentiment que vous choisissez la nuance dans la posture que vous adoptez, c'est-à-dire vous êtes testeuse, oui, vous transmettez, mais vous n'êtes jamais dans une posture de donneuse de leçons. Et j'ai le sentiment véritablement que vous avez à cœur de transmettre l'importance de faire le choix de ce qui marche pour soi. C'est-à-dire que chacun prenne la liberté et la responsabilité d'aller tester et identifier ce qui va marcher le mieux pour soi-même. C'est très exact. En fait, si j'ai une fonction, il faut bien qu'on trouve un peu de sens à sa vie, donc, si j'ai une fonction, c'est d'informer. C'est tout. En effet, je passe un quart d'heure avant vous, donc j'y suis passée et je viens vous le raconter. C'est tout ce que je dis. Et après, à chacun, à chacune, de se dire ah ben ouais, tiens, pourquoi pas. Parce que moi aussi, j'ai forcément entendu parler de quelque chose d'une façon ou d'une autre. C'est arrivé dans mes oreilles d'une façon ou d'une autre. Donc, je me rends compte de la puissance que ça a d'avoir des gens qui vous chuchotent des trucs à l'oreille et qui vous font des propositions. Et donc, c'est vrai que assez naturellement, c'est ce que je vais faire. Je vais juste témoigner de ce que j'ai soit appris, soit essayé, soit ressenti, en disant, voilà, quand j'y suis allée, voilà comment ça s'est passé. Et puis après, absolument, chacun est libre de se dire, ça me tente ou ça me tente pas. Ça m'ira pas. On verra, c'est pas grave, mais au moins on essaye. C'est ça. Dans ce désir justement que vous évoquiez tout à l'heure de choisir d'aller de l'avant, de vivre plus fort qu'avant aussi, c'est des termes que vous employez régulièrement. J'ai repensé à un choix que vous avez fait il y a quelques années, qui a été de reprendre l'école de formation qui avait été créée par votre cousin, David Servan-Schreiber, qui est décédé. Et j'ai compris que ça avait été un choix qui n'avait pas été facile pour vous, mais que vous y étiez alliés tout de même. Qu'est-ce qui vous a décidé à aller vers à y aller, à se dire bon bah allez, si j'y vais? Ça a été une décision totalement instinctive. C'est-à-dire que vraiment je me suis réveillée un matin, fait une espèce de petit enchaînement de circonstances un peu pratiques comme ça, et puis qui m'ont amenée à me dire un jour mais en fait c'est ça que je vais faire, parce que qu'est-ce que va devenir cette école? Elle serait probablement devenue autre chose, mais en tout cas pas ce que nous en avons fait, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Et je me suis dit, je vais faire ça. Bon, j'ai deux... Alors, on peut appeler ça de qualités qui se répondent. Il y en a une qui est assez développée, qui est le courage, et il y en a une qui est très très peu développée, qui s'appelle la prudence. Donc, je fais très souvent des choses sans réfléchir. Ça veut dire, en gros, que je fais des trucs sans réfléchir. Et qu'après, je suis obligée de me dépatouiller avec la décision que j'ai prise. Donc là, je me dis ça. Et puis quand même,
il y a donc mes petites voix qui se réveillent et qui me disent « Attends, écoute, excuse-nous de juste te rappeler que... » Et c'est vrai, tu as déjà déposé le bilan d'une entreprise que tu avais créée, c'était vrai, tu n'avais pas kiffé, non, tu n'avais pas kiffé cette partie-là, que tu ne sais absolument pas compter, c'est vrai, enfin, tout un tas de choses que je ne sais pas faire. Donc il y a une partie de moi qui me dit, justement, c'était cette prudence, je ne sais pas pourquoi, qui s'est réveillée en disant attention à ce que tu fais. Et puis heureusement, il y a l'autre partie un peu courageuse qui s'est dit mais non, oh là, ça va, on verra bien. Et donc je l'ai fait, mais vraiment en inconscience absolument totale, en projetant, je crois, sur les gens avec lesquels j'allais travailler, sur ce qu'était ce contexte, tout un tas de choses. Mais vous savez quoi, le miracle, c'est que tout ce que j'ai projeté, par exemple, que les gens étaient hyper compétents, que c'était un sujet extraordinaire et c'en est un, que c'était une vraie école qui tournait à plein régime. En fait, c'était quelque chose d'assez embryonnaire, mais qui est devenu une vraie école qui tourne à plein régime. Donc, il y a aussi cette espèce de merveille qui est que parfois, quand on fait les choses de manière relativement inconsciente, on a une vision de... Ça s'appelle l'autocompétence, hein, on applique sur les gens, on regarde des gens en se disant « toi tu sais faire ça » et puis finalement on devient cette personne-là. C'est ce qui se passe dans les couples. Quand on s'aime, on devient la personne que l'autre aime parce que c'est le miroir qu'on nous renvoie. Donc, l'enchaînement s'est fait et aujourd'hui je suis extrêmement fière du travail que nous avons accompli, que cette équipe accomplit. Nous avons grossi, nous continuons à nous organiser, je continue à apprendre ce que c'est, le métier de patron, le métier de chef d'entreprise, de guider tout ça, de gérer tout ça, de faire développer tout ça, de l'adapter à son époque et tout. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. C'est une belle aventure. C'est une belle aventure de plus, oui. Qu'est-ce que vous avez appris justement sur vous-même au cours de cette expérience ? Alors, une des choses, et ça vraiment je la répète avec plaisir, c'est que je n'étais absolument pas préparée à cet aspect-là, professionnel. Donc, de gérer une équipe, de gérer une entreprise, non, je ne suis pas tout formée à ça, et puis ça ne m'intéresse pas. Enfin, vous voyez, on parle plutôt des mots, du vocabulaire, de la psychologie. Ça, oui, ça c'est mon univers. Mais tout ça qui, pour moi, a un aspect beaucoup plus sérieux, eh bien, en fait, j'ai découvert qu'on peut le faire complètement à sa manière. Et que même si je n'ai absolument pas les codes parce que ça, c'est quelque chose que je retrouve dans mes différentes expérimentations professionnelles, c'est que je suis extrêmement travailleuse, mais je ne travaille pas dans les codes du travail. Et que même en étant à l'extérieur des codes du travail, on peut travailler en vrai. Et c'est ce qu'on a fait. Donc c'est ça que j'ai appris. Vous inventez en fait votre manière d'être dans votre travail. J'invente ma manière d'être dans mon travail, exactement, je crois. En tout cas, je ne me conforme pas à une manière de travailler parce que ça m'ennuie en fait. Vous travaillez à faire en sorte que votre réalité soit conforme à vos goûts finalement. J'apporte ma réalité dans un travail qui peut impliquer d'autres personnes. Oui, bien sûr. Et visiblement, ça n'a pas l'air de déranger non plus. Enfin, les gens sont contents d'être là, ils font leur travail à leur manière, chacun, qui ne sera pas la mienne nécessairement. Mais on peut vraiment injecter, et c'est là où j'ai rencontré une vraie liberté professionnelle, donc après mes différentes expériences, celle-là c'est la plus libre, parce que je fais les choses en effet à ma façon, et elles se font. Alors qu'est-ce que ça peut donner très concrètement, ça va vous faire rigoler, mais je me suis retrouvée face à des problèmes managériaux que j'ai traités en faisant venir un maître Feng Shui. Alors je fais ça pourquoi pas tant parce que j'ai une confiance absolue dans le Feng Shui, mais parce que le dialogue que je vais avoir avec ce maître Feng Shui sera forcément différent que celui que j'ai dans ma tête ou avec d'autres personnes dans ma vie, et donc ça ouvre une autre manière de réfléchir et donc ça me permet de trouver la solution. Et ça fait écho à une phrase que vous dites dans Power Patate, où vous dites que vous avez choisi votre texture intérieure. Donc quelque part le Feng Shui, c'est aussi ça, c'est-à-dire que pour gérer une problématique qui survient, vous allez voir comment réarranger un intérieur, que ce soit le vôtre ou celui que vous partagez avec vos collaborateurs. Très bien vu, c'est vrai, et l'intérieur, il y a quelque chose de très domestique chez moi, et c'est vrai que le lieu et son agencement va beaucoup jouer en tout cas sur mon inspiration, donc par définition sur l'énergie que je vais pouvoir partager avec les gens qui travaillent avec moi aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
La suite de cette conversation à haute teneur en kifféine, c'est vendredi prochain. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ? Pour écouter ou réécouter les précédents épisodes d'Avez-vous choisi, rendez-vous sur le site orianesavoureluca.com. À bientôt!